Hello à tous, je suis Mélodie Schmoos, fondatrice de Cause, une agence digitale au service de l'impact. J'ai créé le podcast Business Positif suite à plein d'échanges avec des entrepreneurs sociaux et des chefs d'entreprise en quête de sens, et je me suis passionnée pour la question de l'impact positif comme opportunité ou contrainte business. Avec Business Positif, je pars à la rencontre de ces entreprises qui réussissent à allier rentabilité et impact et à se développer de manière pérenne. On parle de leurs histoires, de leurs stratégies, de RSE ou encore des outils digitaux qu'elles utilisent. Et vous y trouvez des astuces à mettre en place concrètement dans votre structure, mais aussi de l'inspiration et de la créativité, parce que oui, ce sont souvent des personnes qui inventent de nouveaux modèles. J'essaie de poster 2 fois par mois les mercredis. Le plus simple est de vous abonner sur votre plateforme préférée pour être alerté dès qu'un nouvel épisode sort. Et n'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si le podcast vous a plu, ça m'aide beaucoup. Aujourd'hui, je cause avec Émilie Lovenbach, directrice RSE du groupe Ecotone. Ce groupe a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros, tout en décrochant la certification B Corp, et il s'est engagé à lutter contre la standardisation du patrimoine végétal et à stimuler la biodiversité à travers des actions concrètes. Il compte les très belles marques que vous devez connaître, Björk, Bonne Terre ou encore Alter Eco. Quand leur agence de presse m'a contactée pour me proposer de réaliser une interview, pour être tout à fait honnête avec vous, il y a 2 émotions qui m'ont traversée. Une grande joie, parce que les groupes de cette taille ont un impact considérable et que c'est un vrai sujet que de comprendre comment ils s'en emparent. Et en même temps, une grande prudence, parce que j'ai créé Podcast Business Positif pour parler du terrain, du concret, du comment on fait. Et comme Ecotone est un grand groupe, 1600 collaborateurs dans toute l'Europe, j'avais l'appréhension qu'on me parle que de stratégie à 10 ans ou de concept. En réalité, c'était passionnant. Émilie a apporté des conseils clairs, nous a parlé d'actions concrètes avec passion et avec une vraie approche à la fois terrain et humaine. On a parlé de l'aventure B Corp qui a été une vraie boussole pour l'entreprise en matière de RSE, de la notion de rénovation à mettre en parallèle avec celle d'innovation, surtout chez ces grandes entreprises, de la raison d'être comme principal pilier pour construire l'entreprise en mettant l'offre au cœur, donc toujours elle, et encore du Synabio, qui est le syndicat national des entreprises bio. Mais trêve de causerie, je vous laisse découvrir cet échange et les conseils précieux qu'Émilie nous partage. Ah, et comme d'habitude, n'hésitez vraiment pas à laisser vos remarques et à mettre 5 étoiles au podcast s'il vous a plu, ça m'aide toujours beaucoup. Bonjour Émilie. Bonjour Mélodie. Je rigole parce que c'est un bonjour à nouveau. On a fait un petit enregistrement de 2 minutes et puis il y avait un souci de son, donc on est reparti pour se présenter. Mais je suis toujours aussi contente qu'on échange. Je suis vraiment ravie qu'on parle d'Ecotone, qui est comme je disais juste avant, un groupe qu'on connaît sans doute peu sous ce nom-là et qui pourtant a plein de marques emblématiques du bio. Donc, je suis vraiment contente que tu viennes nous en parler et nous parler de la démarche RSE de l'entreprise puisque tu es directrice RSE pour ce groupe. Pour commencer, est-ce que tu peux donc me parler d'Ecotone, de ces marques, de comment ce groupe est né, de quel âge il a, parce que c'est quand même assez impressionnant, et puis de sa mission. Oui, tout à fait. Du coup, en effet, Ecotone, c'est un groupe en tout cas qui est peu connu à travers son nom, mais qui est plus connu à travers ses marques. Ecotone, c'est le nouveau nom qu'on a choisi pour notre entreprise qui est née il y a un peu plus de 250 ans et qui, au fil des ans, en tout cas, s'est renouvelé, transformé pour tracer une voie alternative au modèle alimentaire dominant et devenir aujourd'hui un pionnier et un leader de l'alimentation bio et végétarienne en France et en Europe. Donc, Ecotone, c'est une entreprise à mission qui est certifiée B Corp et dont la raison d'être, qui est inscrite aujourd'hui dans nos statuts d'entreprise, est de nourrir la biodiversité, c'est-à-dire de faire grandir la biodiversité au travers de l'alimentation. Et cette mission, on l'a conduit à travers un collectif, une communauté de marques engagées qui sont connues auprès des consommateurs, telles que Björk, Bonne Terre, Alter Eco ou Clipper en France, mais aussi Abbott Kinney en Angleterre, Biograne en Espagne, Isola Bio en Italie. Oui. Voilà. Et notre nom, on y tient. Il n'a pas été choisi par hasard. Il a une vraie signification. Il est un écotone. Sa définition, la définition d'un écotone, c'est un lieu où 2 écosystèmes différents se rencontrent. Et à la jonction de ces 2 écosystèmes, c'est là où la biodiversité est la plus riche. Donc c'est par exemple quand la prairie rencontre la forêt, à la lisière de ces 2 écosystèmes, on a cet effet magique de 1 + 1 = 3. La somme de la biodiversité de chacun des écosystèmes pris séparément est plus importante à cette lisière-là, à cette rencontre de ces 2 écosystèmes. C'est génial d'avoir choisi ce nom-là, parce qu'en plus je ne connaissais pas, je savais pas ce que ça voulait dire. Et effectivement, c'est hyper symbolique.
Et ça montre vraiment tous les enjeux que vous mettez derrière ça. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur comment fonctionne l'entreprise aujourd'hui et plutôt à ce stade, même au-delà de comment elle fonctionne, combien il y a de collaborateurs aujourd'hui dans ce groupe, quel chiffre d'affaires ça représente, est-ce que c'est que 100% bio, voilà, est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur même les marques, du coup les activités qu'elles ont? Ouais. Du coup, Ecotone, donc c'est une entreprise française. On est basé à Lyon. On emploie 1600 collaborateurs en Europe, puisqu'on a des filiales dans nos 6 pays européens voisins, que sont l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. Et on est à peu près 300 au siège de l'entreprise, d'où je vous parle aujourd'hui, à La Ruche, comme on dit. Voilà, et on réalise à peu près 700 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce qu'on a fait l'année dernière. Ok, super. Et oui, vous avez un lieu particulier. Alors là, j'ai pas pu venir, mais ce lieu a l'air vraiment de valoir le détour et j'adorerais le visiter un jour. Ah bah, il faudra venir. Ouais, c'est vraiment un lieu qu'on a construit pour incarner justement notre mission et servir aussi non pas simplement d'un lieu de travail, mais aussi d'un lieu pour expérimenter nos valeurs au quotidien, qui traduit vraiment à la fois notre mission, nos engagements. Et c'est un lieu qui est rempli de vie, qu'on a appelé La Ruche, qui est un nom qui ne doit rien au hasard, qui est comme dans une ruche. On travaille de manière collaborative, c'est une des valeurs fortes de ce bâtiment. On travaille beaucoup sur la synergie des équipes pour produire des bons produits sains et naturels. Est-ce que tu aurais un exemple concret, d'une expérience qui peut être menée au sein de ce lieu? Alors, ouais, par exemple, on a des ateliers entre midi et 2 de manière assez régulière pour animer justement autour de nos valeurs et de nos convictions. Donc, on a des ateliers sur de la permaculture. Donc, on a un potager aussi mis à disposition pour expérimenter en direct ce qu'on aura appris lors de l'atelier. Mais voilà, comment on cultive avec des méthodes qui sont proches de l'agroécologie, de la permaculture. On apprend aussi on a des cours de cuisine, recettes végétariennes pour apprendre à diversifier son alimentation, se soigner avec des huiles naturelles pour les maux de l'hiver. Enfin voilà, on a divers ateliers qui vont en tout cas chercher à engager nos collaborateurs à la fois sur notre vision de l'alimentation, mais aussi sur un mode de vie plus responsable. Ok, génial. C'est hyper inspirant en effet comme lieu, et puis on mettra des photos pour que les personnes puissent se rendre compte sur l'article. Est-ce que tu peux me parler un petit peu plus de ton parcours à toi? Comment t'es arrivée à devenir directrice RSE de ce groupe-là? Ouais. Alors moi j'ai un double parcours. J'ai un parcours à la fois marketing et RSE qui est à peu près équivalent. J'ai passé 10 ans en marketing sur différentes marques du groupe et principalement sur la marque Bjorg, et puis quasiment bientôt 10 ans en RSE. En fait, je suis tombée dans la marmite bio en intégrant l'entreprise et j'avoue que j'ai épousé un peu les valeurs qui étaient inhérentes à ce modèle. Et je suis devenue ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui d'activiste un peu en interne. C'est vrai que je challengeais pas mal les engagements de l'entreprise, et d'abord j'ai commencé à les challenger sur la marque Bjorg. Voilà, j'ai poussé les engagements de la marque pour davantage pour améliorer la qualité nutritionnelle. J'ai notamment initié le chantier de substitution de l'huile de palme sur la marque Bjorg, donc en 2009. Donc c'était une des premières marques en tout cas à s'atteler à cet enjeu. Et puis, au fur et à mesure, j'ai aussi challengé finalement les pratiques de l'entreprise, la manière dont on pouvait s'alimenter entre midi et 2 sur notre site, la manière dont on entretenait nos espaces verts, dont on nettoyait les bureaux. Donc, je challengeais pas mal le patron de l'époque, Christophe, qui a fini par me dire, écoute, t'as qu'à le faire. Voilà, vas-y, fais-le. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé. Donc, j'ai pris un poste qu'on n'appelait pas encore RSE à l'époque, en 2012, qui constituait surtout à aligner en tout cas nos pratiques d'entreprise avec nos valeurs, et à engager aussi à développer la culture et l'engagement de nos collaborateurs sur les valeurs de l'entreprise. Sujet passionnant, quoi. Voilà. Et puis petit à petit, en fait, on en est venu à structurer une vraie démarche RSE, et puis à créer une fondation aussi pour amplifier notre impact en dehors de notre chaîne de valeur. Ok. Et comment se constitue ton équipe aujourd'hui? Comment se constitue le département RSE plutôt? Comment vous travaillez avec les équipes? Est-ce que tu as une ou deux pistes un peu de comment sur un groupe de cette taille-là, tu arrives à justement travailler sur et les valeurs et l'engagement collaborateur? Ouais. Alors on est une équipe de 3 personnes aujourd'hui à la RSE.
On pilote la RSE pour le groupe, donc du coup pour l'ensemble des marques et l'ensemble des filiales qui sont présentes. Notre rôle, il est vraiment d'animer les feuilles de route à la fois des différentes fonctions de l'entreprise, à la fois des différentes marques autour des engagements de l'entreprise. Autour de la préservation de la biodiversité, autour de la mission en tout cas. Oui. Sachant que en fait on se définit souvent comme une famille d'entreprises, c'est-à-dire constituée d'un ensemble des PME, mais qui a son nom propre, son identité propre, et d'un collectif de marques identiques qui a en fait des positionnements, des sensibilités, des personnalités différentes, mais toutes sont réunies finalement autour de cette mission de préservation de la biodiversité. Donc ça va s'exprimer un peu différemment. Sur Bjorg, c'est une marque qui va pousser davantage le curseur sur la biodiversité alimentaire, sur la diversité des ingrédients. On va avoir un Bonne Terre, par exemple, qui va pousser le curseur plus loin sur les pratiques agricoles. Et on a un Alter Eco qui va chercher à préserver la biodiversité, mais qui va aussi s'emparer d'un enjeu sur le commerce équitable, qui est un enjeu crucial pour des produits qui viennent du Sud. Donc en fait, chacune à sa manière va chercher à en tout cas porter cette mission de l'entreprise, mais à développer aussi ses spécificités propres et son ton de voix aussi propre à la marque. Oui, bien sûr. Super intéressant. Et du coup, dans justement cette organisation, comment s'est passée l'aventure Bicorp et entreprise à mission? Parce que du coup, vous avez fait ces deux chemins, parce que c'est deux chemins parallèles. Pourquoi vous avez lancé ça? Et puis, comment vous avez du coup lancé ça? Et c'est très récent, il me semble. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais c'est 2019 ou 2020, non? Alors, l'entreprise à mission, l'adoption des statuts d'entreprise à mission, là, selon la loi Pacte, oui, c'était l'année dernière. Mais en fait, on n'a pas attendu la loi Pacte pour être une entreprise à mission. Quand on a structuré, en tout cas, notre démarche RSE, la première chose qu'on a faite, c'est de travailler sur la raison d'être de l'entreprise et sur ses valeurs. Et ça, on l'a fait en collectif, en coopération avec nos parties prenantes. Donc, on a réuni à peu près une 50aine de parties prenantes. Et on a essayé de répondre collectivement à cette question de quelle contribution on pouvait apporter au monde, quel était l'enjeu qu'on voulait contribuer à résoudre. Et ça, ensuite, on a cherché à évaluer en tout cas la solidité de notre démarche à travers une certification. Donc au départ, on est parti sur ISO 26000. La certification Bicorp n'était pas arrivée en France encore. On s'est un peu perdu dans l'ISO 26000, on n'en a pas appris des choses, voilà. D'accord, non, mais c'est intéressant justement comme retour. Ouais, c'est très conceptuel et en termes de pistes d'action et même pour engager les collaborateurs de manière vraiment pragmatique et concrète, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et du coup, on avait en vue cette certification Bicorp qu'on avait déjà repérée aux États-Unis et quand elle a débarqué en France, on a été parmi les pionniers en tout cas à s'essayer à cette certification. Et justement, ce qui nous a séduit chez Bicorp, c'est que, je pense que c'est une des certifications les plus exigeantes au monde, qui balaye à travers 200 questions en 360 degrés, l'impact que peut avoir l'entreprise, à la fois d'un point de vue social ou environnemental. Mais surtout, c'est une boussole, en fait. C'est vraiment, elle va vous dire de manière très pragmatique et très concrète, à travers ce système de points et de questions, quelles pratiques, en tout cas, vous devez mettre en place pour améliorer votre impact social ou environnemental. Donc, et c'est très facile ensuite d'engager les collaborateurs et les différentes fonctions de l'entreprise sur un plan d'action. Dans la démarche. Et justement, est-ce que quand vous avez, donc quand tu as l'idée, ce projet-là, et que vous avez réfléchi avec les parties prenantes à ce qui pouvait être fait justement sur l'aspect social comme sur l'aspect environnemental, est-ce qu'il y a eu 2, 3 ou plus ou moins choses qui sont ressorties comme action directe à faire dont vous doutiez pas, où vous pensiez être bon, et en fait en répondant au questionnaire vous vous êtes dit mince, on n'est pas du tout là où on pensait être? Alors après, oui, il y a des points où on était un peu plus en retard sur la diversité et l'inclusion, par exemple, des choses qu'on travaillait de manière naturelle et qu'on n'avait pas forcément processé ou poussé davantage plus loin. C'était le cas aussi, par exemple, du mécénat. C'est-à-dire qu'on faisait du mécénat, on n'avait pas forcément fixé de règles pour le faire, on n'avait pas structuré un process. Alors après, la création de la fondation nous a aidés aussi dans ce sens-là, mais je pense que Bicorp a été un accélérateur sur ce point-là. Voilà, il y a des domaines comme ça sur le bien-être des collaborateurs. On avait déjà entamé tout ce process d'acculturation, d'animation autour de nos valeurs. Il y a des choses qu'on faisait déjà, Bicorp nous a poussé à un cran plus loin en fait. À la fois dans la manière de le structurer, à la fois en termes de pratique,
nouvelles pratiques à mettre en place. Et tu aurais quelques exemples des bonnes pratiques à mettre en place c'est ma curiosité qui me pousse à ces questions à chaque fois, parce que je me dis sur tu vois, des tailles d'entreprise comme ça, avec c'est quand même toute une structure assez complexe à mobiliser. Et donc pour engager autant de personnes, est-ce qu'il y a des clés que tu pourrais nous partager sur des choses qui sont ressorties liées à justement cette démarche que vous avez entreprise? Alors sur Bicorp, en fait, ce qu'on a cherché à faire, nous, pour justement engager les différents collaborateurs, c'est qu'on a réparti les 200 questions par fonction de l'entreprise. Ok. En disant, bah voilà, ce paquet de questions, il est pour la finance, ce paquet de questions, il est pour le commerce, ce paquet de questions, il est pour le marketing. Et en fait, on a animé des workshops par fonction, en tout cas, et ensuite en transversal, par filiale, et en construisant, en tout cas, tous ensemble des plans d'action. Parce qu'il faut aussi que ces plans d'action, ils soient cohérents, ils fassent sens aussi pour les différentes personnes de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va pas nous pousser à fond dans un sens si c'est pas la stratégie, si c'est pas reconnu, si ça n'apporte pas de valeur non plus pour l'entreprise. Oui. Donc on a travaillé vraiment comme ça, et ce qui n'a fait qu'aujourd'hui, avec une espèce aussi d'incentive, en fait, d'aller gagner un certain nombre de points supplémentaires, de regarder combien de points on pouvait aller chercher, quel était le rôle aussi de chaque service dans la contribution au point global de l'entreprise. C'est quelque chose d'assez motivant et d'assez palpable, en fait, tangible pour les collaborateurs. Donc voilà, j'en sais rien. En exemple, par exemple, on a sur la partie RH, on a développé le bonus pour tous. On avait un bonus qui était destiné qu'à un certain niveau hiérarchique dans l'entreprise, donc on l'a étendu à tous les collaborateurs. C'est déjà un super exemple. Ouais, c'est déjà un super exemple. Voilà. Sur le climat, c'est vrai qu'on est allé un cran plus loin. On mesurait notre empreinte carbone depuis un certain temps. On s'est engagé dans l'initiative Science-Based Nature. Voilà, c'est des choses comme ça où on a vu, en tout cas, où on a permis de vraiment mettre en place des pratiques concrètes, en fait. Et vous avez bien vu que, du coup, les collaborateurs suivaient, quoi. Et du coup, donc, aujourd'hui, la RSE, vous êtes 3 personnes, vous êtes au niveau du groupe, mais c'est aussi un sujet, évidemment, au niveau de chaque marque. Comment vous faites pour interagir? C'est qui vos interlocuteurs au niveau des marques pour pouvoir mettre en place, j'imagine, des actions, que ce soit des actions pratiques, des actions de communication? Comment vous fonctionnez entre vous? Alors en fait, on a des référents dans chaque marque. On travaille en proximité avec le marketing et aussi avec la R&D, parce que c'est via notre offre produit qu'on va vraiment faire porter nos engagements et faire avancer les choses, en fait. C'est à travers l'innovation et la rénovation dont on travaille de concert avec à la fois la R&D et à la fois le marketing. C'est génial parce que c'est exactement ça. Ça revient beaucoup dans les épisodes, en fait, la notion d'innovation et au final de se concentrer là-dessus. Et c'est de là que tout part et que le marketing va découler aussi en réalité. Donc oui, à chaque fois vous avez un interlocuteur par marque et vous allez pouvoir. Est-ce que vous allez monter des projets différents en fonction des marques? Vous allez aussi pouvoir monter peut-être des projets avec juste Bonne Terre ou Bjorg et puis des fois au niveau groupe. Ou est-ce qu'à chaque fois vous essayez de fédérer tout le monde? Alors, on n'essaye pas forcément de fédérer tout le monde. On travaille vraiment marque par marque. Et parfois, on cherche un combat commun. Donc, c'est ce qu'on a fait l'année dernière, par exemple, avec toutes les marques qui sont vendues en grande distribution. On a Terreco, Clipper et Bjorg. On a monté une opération commune qui vise à replanter en fait des haies, à soutenir le Fonds pour l'arbre et à replanter des haies dans les espaces agricoles français. Génial. On a fédéré en tout cas l'ensemble de nos marques derrière ce combat. Ça, c'est génial. Comme exemple, effectivement, je vois bien. J'avais plein de questions là-dessus. Comme tu avais pu voir, je t'avais envoyé les choses avant. Il y en a une aussi, on va revenir encore on va faire un pas de côté parce que je trouvais ça hyper intéressant, cette notion de rebranding qui est très récent. Il y avait un nom qui était aussi moins compréhensible en tout cas pour les Français peut-être avant. Et puis il y a aussi une notion quand même de relocalisation parce que la marque est à Lyon aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui est quand même relativement récent par rapport à son histoire. Est-ce que tu peux m'expliquer aussi dans quel contexte ça s'est fait tout ça, cette relocalisation et ce rebranding? Ouais. Alors, dans le contexte, en 2019-2020, on a eu des grandes transformations dans l'entreprise. Tout d'abord, on est sorti de la bourse. On a été racheté par un fonds d'investissement français.
Ouais. On a rapatrié le siège social en France parce que la France, Ecotone a un lien historique et un ancrage fort en France. La France représente 60% du business. Ouais. Et qu'on a aussi de nombreuses marques de notre portefeuille qui sont nées en France, hein, Björk, Bonne Terre, Alter Eco. Et on a des consommateurs qui nous soutiennent assidûment dans notre combat en France. Donc ça faisait sens de rapatrier le siège en France. Et en parallèle de ça, on a aussi fait tout un travail pour repréciser notre raison d'être, notre contribution autour de la préservation de la biodiversité. On a pris des engagements qui dépassent aujourd'hui les standards de l'alimentation bio pour justement faire grandir la biodiversité. Et tout ça, en fait, c'est vraiment cette nouvelle stratégie qui a fait émerger ce nouveau nom. C'est-à-dire qu'on a choisi un nom qui incarne notre mission, notre combat, pour apporter plus de cohérence et plus de visibilité aussi à ce qu'on faisait. Et du coup, en termes d'organisation et par rapport aux équipes toujours, comment ça s'est passé est-ce qu'il y a eu un déménagement qui a eu lieu ou bien est-ce qu'il y a eu du coup du mouvement dans les équipes du fait de cette relocalisation à Lyon? Alors, on a eu du mouvement et on a eu aussi des créations de postes puisqu'il y a en France, puisque Oui. une vingtaine de postes ont été créés. On a vraiment concentré finalement tous les services supports sur le siège social à Lyon. Voilà, donc on a une vingtaine de postes qui a été créés et puis on a eu, je pense, 2 ou 3 personnes qui ont suivi, mais pas plus. C'est compliqué aussi de faire déménager. Voilà, oui, et d'ailleurs, on en parle comme si c'était évident, mais oui, est-ce que tu peux dire où était le siège jusque-là? Le siège, il était réparti. On avait quelques fonctions support qui étaient déjà présentes en France, Ouais. la R&D, etc. Et une partie du service support qui était présente à Amsterdam. Oui, c'est ça. C'était surtout aux Pays-Bas. Tout ce qui était finance, informatique, tout était basé à Amsterdam, mais déjà la R&D, voilà, était basée en France. Hyper intéressant. Et du coup, on va en venir quand même à cette fameuse mission et puis à comment elle se traduit et quels objectifs vous avez fixés parce qu'ils sont hyper ambitieux et c'est hyper intéressant de voir ces engagements notés noir sur blanc. Donc il y a les 2 piliers d'Ecotone que sont le bio et le végétal et le groupe qui a donc choisi sa stratégie, comme tu nous le disais, donc de nourrir la biodiversité. Est-ce que tu peux déjà, avant qu'on parte sur ces engagements, me parler du lien entre le monde de l'entreprise, et donc là particulièrement de l'agroalimentaire, et de la biodiversité, qui est un sujet qu'on entend de plus en plus, qui était très présent lors du Salon Pro Durable 2020, par exemple, où il y avait il y avait même une masterclass sur le sujet, il me semble, et puis il y avait en tout cas beaucoup de conférences là-dessus. Est-ce que tu peux m'en donner ta lecture à toi de ce lien entre monde de l'entreprise et biodiversité, qui peut être difficile à faire des fois? Oui, parce que en fait, quand on pense à la perte de biodiversité, on pense souvent à la biodiversité extraordinaire, aux pandas, à la panthère du Tibet, etc. Voilà. Et c'est marrant parce qu'on a encore eu un commentaire récemment sur LinkedIn disant oh là là, comment je pourrais sauver la biodiversité en mangeant des produits Ecotone, n'importe quoi. Parce que les gens ne réalisent pas qu'en fait, la perte de biodiversité, elle touche principalement la biodiversité ordinaire, celle qui est juste à côté de chez nous, dans nos champs, dans nos campagnes, et que la France, elle n'est pas épargnée. On a eu un dernier rapport là, de l'Office français de la biodiversité qui est tombé ces dernières semaines qui le confirme. On a des populations d'insectes qui ont chuté de 80% en 30 ans en Europe, et principalement sous le coup des pratiques agricoles intensives et du recours aux pesticides. Oui. Et cette perte de biodiversité, donc, elle est liée à ces pratiques intensives, mais elle est aussi liée à la standardisation de notre alimentation. Aujourd'hui, les 2/3 de notre alimentation, ils reposent que sur 9 ingrédients, que sont le blé, le riz, le maïs, soja, huile de palme. Donc, on assiste à une perte de biodiversité qui touche à la fois nos champs et à la fois nos assiettes. Et du coup, la cause comme la solution à l'érosion de cette biodiversité, elle se trouve bien dans notre alimentation. C'est ce qu'on a du mal aujourd'hui à faire le lien. Oui. Voilà, c'est pas forcément évident. Et la biodiversité, c'est un concept qui est un peu technique. Mais voilà, c'est bien. Comme tu dis, on imagine directement soit le champ de fleurs ou bien soit les espèces en voie d'extinction dont on entend parler de temps en temps dans un documentaire. Et en fait, ça paraît très loin de soi. Alors que, pour le coup, pour avoir fait un tour de France sur l'alimentation durable, j'ai pu me rendre compte dans toutes les régions de France que le sujet il était là, il était sous nos pieds, quoi. Ouais. Et dans notre assiette.
Il est sous nos pieds, il est dans notre assiette. C'est vraiment la façon dont on va s'alimenter qui va contribuer, ben voilà, soit à détruire, soit à préserver la biodiversité. Donc, on a le choix, on a le choix à travers nos habitudes alimentaires, en fait. Complètement. Et donc, le rôle d'une entreprise, il est essentiel puisque c'est elle qui va aller choisir ses partenaires déjà agriculteurs et donc aussi peut-être soutenir des transformations de pratiques parce qu'il y a un besoin de soutien aussi. C'est elle qui va faire des choix dans sa R&D pour justement choisir des ingrédients qui vont plus ou moins peser sur la biodiversité. Donc c'est là où en fait ça prend tout son sens que vous ayez choisi cette stratégie, quoi. Exactement, c'est exactement ce qu'on a cherché à faire. C'est de définir différents engagements qui permettraient à la fois de faire grandir la biodiversité dans les champs à travers des pratiques agricoles, mais aussi dans l'alimentation, dans nos assiettes, à travers la diversification des ingrédients qu'on va utiliser. Ouais. Et du coup, justement, ces engagements-là, alors il y a 4 engagements principaux. On a parlé surtout de 3 et ça m'intéresserait que tu dises concrètement. Alors je vais les citer, je vais les lire même. Ça m'intéresserait que tu dises concrètement pourquoi cela. En termes d'impact positif et puis en termes business aussi, parce qu'on est vraiment sur un podcast qui parle de ces deux aspects et de l'impact que le fait d'aller plus loin vers la biodiversité, comment ça peut aussi impacter positivement le business de l'entreprise. Et puis que tu nous dises aussi comment vous comptez atteindre vos objectifs et les mettre en place. Et donc les objectifs sont d'augmenter le chiffre d'affaires sur les produits bio et végétaux jusqu'à respectivement 80% du chiffre et 95% du chiffre. Donc, c'est quand même des choses qui sont assez... Tu nous diras d'où vous venez, mais c'est quand même assez ambitieux. Proposer 2 tiers de référence sans aucune des 9 espèces dont tu nous parlais tout à l'heure, qui constituent donc les 2 tiers de notre alimentation actuellement. Et tripler la part des matières premières qui respectent votre charte, qui va au-delà du bio, comme tu nous disais. Donc, pourquoi cela? Bon, ça me paraît assez évident avec ce que tu viens de dire. Et puis, comment vous voulez les mettre en place et atteindre ces objectifs ambitieux? Et puis, dans quel délai? Ouais. Alors du coup, si je reprends, nous on a défini 3 niveaux d'engagement. Il t'en manque un. Oui, c'est vrai. Notre premier niveau déjà, c'est pour parler de biodiversité, on va déjà chercher à la préserver, donc éviter tout ce qui pourrait la heurter, la détruire. Donc c'est pour ça qu'on a fait le choix du bio et du végétarien. Donc le bio, comme je l'ai dit, voilà, en termes plus on va utiliser de pesticides de synthèse, comme le nom l'indique, la terminaison en ide, c'est en cide, pardon. Indique bien la fonction, en tout cas, de tuer de ces pesticides, donc de tuer le vivant. Donc nous, on va chercher à éviter l'utilisation des pesticides de synthèse. Aujourd'hui, on a 80% de notre chiffre d'affaires qui est en bio. On vise les 90% d'ici 2030. Ouais. Et on fait le choix aussi du végétarien. Aujourd'hui, on a 95% de notre chiffre d'affaires qui est fait à partir de produits végétariens. On souhaite maintenir ce pourcentage et tout simplement parce qu'aujourd'hui, voilà, quand on écoute par exemple une ONG comme Greenpeace, 80% de la déforestation dans certaines régions du monde et notamment en Amazonie, elle est liée à l'élevage intensif. Elle est liée à l'élevage intensif et notamment à travers la culture de soja pour faire des tourteaux de soja qui servent aussi à nourrir le bétail en France également. Ça ne se passe pas que aux États-Unis ou au Brésil. Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'on appelle la déforestation importée. Donc nous, ces 2 piliers-là, ils sont clés pour déjà adresser l'enjeu de biodiversité. Et ensuite, on va chercher à aller plus loin, à faire grandir la biodiversité, donc à la fois dans nos assiettes, vraiment en diversifiant les ingrédients, en essayant de sortir de ces 9 ingrédients qu'on retrouve de manière massive et standardisée dans notre alimentation, en essayant de travailler des alternatives au blé, au maïs, et puis aussi en développant des pratiques agricoles qui vont plus loin que le cahier des charges bio, en ayant par exemple recours à des rotations longues, à des couvertures de sol en hiver, à la présence d'infrastructures agroécologiques comme les haies, qui sont des refuges à la biodiversité aussi sur les champs en fait. Oui. Et puis on a un 3e niveau dont t'as pas parlé, qui est aussi ce niveau de ce qu'on appelle nous chérir la biodiversité. C'est aussi de soutenir des projets de restauration ou de préservation des écosystèmes qui auront été dégradés. Et ça, on agit principalement avec ce levier-là à travers la fondation, en fait. Okay. C'est vraiment la fondation qui va nous aider à adresser cet enjeu au-delà de notre chaîne de valeur, au-delà des champs et sur lesquels, à partir desquels sont cultivés nos ingrédients ou des produits qu'on va mettre dans nos assiettes. Et c'est sur quel territoire que vous allez intervenir là-dessus? Alors aujourd'hui, c'est principalement en France, la fondation. Okay. Elle est née en France, mais on réfléchit justement à étendre son scope d'action aussi sur l'Europe. Ok, d'accord.
Hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux donc là, je comprends bien, mais comment vous allez mettre en place? En fait, vous allez toucher chaque département de l'entreprise au final. Vous allez toucher aux achats, vous allez toucher encore une fois au développement, Exactement, mais etc. notre levier Oui, principal, c'est vraiment l'offre. Enfin, nous, on traduit c'est ça. nos engagements dans notre offre produit. C'est notre levier direct, en fait, pour agir à travers l'innovation, la rénovation. C'est vraiment comme ça qu'on va agir, plus la fondation qui va nous permettre de vraiment dépasser le scope de l'entreprise Oui. pour aller travailler un cran plus loin. Voilà ce qui se passe aussi en dehors de l'entreprise. Ouais, et je retiens vraiment cette formulation parce qu'on parle beaucoup et souvent d'innovation et c'est très lié à la RSE. Enfin, aujourd'hui, on la lie aussi beaucoup à ça. Et c'est vrai que le terme de rénovation est aussi hyper intéressant sur ces sujets-là et j'avais encore jamais entendu, pour être honnête. Ah oui, ah bah nous, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup. Alors, on l'a beaucoup fait dans le passé sur la partie nutrition, notamment, Ok, de vraiment améliorer l'ensemble des recettes pour à la fois en termes de qualité des ingrédients, aller sur des ingrédients les moins transformés possibles, et à la fois en termes de quantité de sucre et de sel dans nos recettes. ouais. La rénovation, oui, parce qu'on a des produits qui sont piliers chez nous et sur lesquels on peut agir. Du coup, en rénovant un pilier, on agit beaucoup plus rapidement en termes d'impact qu'à travers une innovation qui va mettre du temps à grandir et avoir des volumes significatifs. Oui, et c'est ça aussi la force d'ailleurs d'être un groupe qui est déjà installé depuis autant de temps. Ouais. Évidemment. Et est-ce que tu peux du coup me parler de l'évolution que vous avez pu voir entre le chiffre d'affaires du groupe ou de ses marques et ses efforts RSE depuis plusieurs années? Est-ce que vous voyez une évolution parallèle ou quelque chose d'intéressant à noter à ce niveau-là? Alors, c'est difficile à quantifier Bien sûr. parce qu'on est né dans la RSE quand même, donc on n'a pas eu... Ce qu'on sait juste, c'est que voilà, on n'a jamais cessé de faire croître nos engagements, le bio, la nutrition, le commerce équitable, Bicorp, aujourd'hui la biodiversité, et en parallèle de ça, on n'a jamais cessé de croître, de faire grandir nos parts de marché et de recruter de nouveaux consommateurs. Aujourd'hui, on a plus d'un foyer français sur deux qui consomme nos marques, donc ce qui est assez significatif. C'est énorme, oui. Voilà, on n'a jamais quantifié directement ce lien, mais on sait que voilà, la croissance de nos engagements, ça fait croître aussi la préférence de marque, et en donnant en tout cas des raisons d'acheter, de croire dans nos marques. Et est-ce que tu as, en tant que directrice RSE, est-ce que du coup tu as un regard sur un regard ou en tout cas une réflexion commune avec les personnes qui sont au marketing, qui sont à la communication sur justement comment informer aussi, parce qu'on a beaucoup parlé de l'information auprès des collaborateurs, mais il y a aussi auprès des clients finaux. Est-ce que tu vois sur les packaging, sur que ce soit la matière ou que ce soit le message passé, est-ce que tu regardes aussi un petit peu ça? Oui, on est souvent associés en fait. Oui. On travaille sur comment on valorise notre impact auprès des consommateurs sur nos packs, qui est le premier levier de consommation, le premier levier de communication auprès des consommateurs. Donc, on a retravaillé récemment, par exemple, la charte Bjorg pour y ajouter notamment le label Bicorp, puisqu'aujourd'hui on le valorisait pas auprès des consommateurs, en essayant de faire de la pédagogie, en expliquant ce que c'était que Bicorp auprès des consos. Pareil sur l'engagement global de l'entreprise. C'est des choses qu'on essaye de pousser auprès des consos. Et on a un enjeu qui est assez fort à venir sur justement la biodiversité, qui est un sujet, un concept qui est encore un peu technique et sur les moyens à déployer pour essayer de préserver cette biodiversité. Voilà, quand on va commencer à rentrer dans des sujets de pratiques agricoles, c'est compliqué, c'est quand même éloigné en tout cas aujourd'hui des consommateurs. Donc on a tout un enjeu en effet de pédagogie, de sensibilisation des consommateurs sur ce sujet-là. D'accord. Où vous êtes en fait en réflexion pour le moment sur la meilleure manière de. Ouais, on a déjà travaillé en pilote là, par exemple sur la marque Bonne Terre. On a des packaging, notamment sur la boisson avoine là, qui a été développée récemment, où on va plus loin en termes de discours sur les pratiques agricoles. Et en clément très clairement, voilà, cette avoine contribue à préserver la biodiversité et on explique comment, avec quelles pratiques agricoles on y arrive. Donc voilà, c'est nouveau, mais voilà. Sûr. Et donc, c'est passionnant. Ouais, c'est passionnant, ouais. Et on va voir comment justement les consommateurs réagissent. Mais voilà, c'est long, de toute façon, ces dossiers-là, ces projets-là, c'est toujours long. Et ça se fait en parallèle, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui se fait à la fois par les médias,
par les ONG et voilà aussi par les marques qui vont pousser certains combats. Bah oui, bien sûr. Et d'ailleurs, tu parles des ONG, ça me fait penser à ma question suivante, où j'allais plus te poser la question sur les réseaux et notamment le Synabio dont vous faites partie. Mais est-ce que vous avez aussi des ONG avec qui vous travaillez un peu main dans la main, tu vois, dans l'écosystème d'Ecotone? Est-ce qu'il y a certaines ONG avec qui vous faites des choses? Oui, oui, oui. Alors c'est via la fondation. Oui. On soutient notamment Génération Future, qui est une ONG qui est clé, qui va et qui en ce moment même là du 20 au 30 mars anime la semaine pour les alternatives aux pesticides, qui est un temps fort de mobilisation et de sensibilisation justement des citoyens sur les dangers des pesticides de synthèse et les alternatives qui existent pour pallier à ces dangers-là. Ouais. Et on travaille aussi beaucoup en partenariat avec Solagro, qui est une association qui a notamment réalisé un scénario prospectif de transition agricole et alimentaire en France, qui s'appelle After 2050 et qui projette la France en 2050 pour que celle-ci arrive à respecter en tout cas les accords du climat, les accords de Paris sur le climat, en projetant justement qu'est-ce qu'il faudrait manger, quelle assiette nous aiderait à atteindre, en tout cas à respecter nos engagements pour le climat, et comment il faudrait cultiver, comment on transforme aussi le paysage agricole en France. D'accord. Hyper intéressant. On mettra le lien aussi. Ouais, on soutient aussi des projets un peu plus terrain. Comme je disais, on soutient le Fonds pour l'arbre, là, qui vise à restaurer les haies dans les espaces agricoles français. Ces haies qui ont été arrachées en fait dans les années 50, suite au remembrement. L'objectif à l'époque était vraiment, on poussait vers l'industrialisation de l'agriculture sur des grandes parcelles, mais en arrachant ces haies, on a arraché aussi cette capacité de résilience au changement climatique et ces refuges, en tout cas pour la biodiversité. Et puis on soutient un autre projet qui nous tient à cœur, qui est pas loin de chez nous, dans les Alpilles, qui est la restauration de la culture des amandes en qualité bio. Aujourd'hui, ces amandes, elles ont disparu du paysage de Provence. Et voilà, l'objectif, c'est de le restaurer. Ok, génial. Il y a la même question sur la noisette basque. On avait vu ce sujet-là avec ces matières-là qui ont disparu au fur et à mesure des années et qui là reviennent. Il y a des gens qui ont envie de les réintroduire. Il y a tout plein de questions sur les graines. Il y a des autorisations. Je sais pas si c'est la même chose sur les amandes. Mais bon, c'est des sujets qui sont passionnants et qui sont hyper complexes au final. On s'en rend pas compte comme ça, mais réintroduire ou relancer une culture comme les amandes, j'imagine que c'est pas quelque chose qui se fait simplement et qui a besoin de soutien, quoi. Ouais, exactement. Et surtout de recherche, parce qu'on a un petit souci sur l'amande, c'est l'eurythoma, c'est un petit parasite qui vient piquer l'amande et qui vient pondre dans l'amande et qui empêche son développement, et pour lequel aujourd'hui on n'a pas de solution durable en bio en fait. Donc ça freine vraiment le développement, et pourtant c'est une matière qui est clé, qui est aujourd'hui reconnue par les consommateurs, comme à la fois en termes de saveur, mais à la fois en termes de bénéfices nutritionnels. Tout ce qui est fruits secs, en tout cas, chez les consommateurs bio, c'est important. Et malheureusement, sur un Provence qui est pourtant le territoire propice à la culture de cet ingrédient, on est freiné aujourd'hui par une petite bête sur laquelle on n'arrive pas à développer des traitements qui puissent respecter la nature. Hyper intéressant. Ok. Écoute, merci beaucoup. Je suis contente de t'avoir posé cette question. Est-ce que tu peux me parler du coup un petit peu du Synabio, parce que vous faites partie, donc me dire ce qu'est ce syndicat, ce rassemblement d'entreprises de la bio, et puis quelle est l'envie et quel est le but de participer à un tel réseau? Alors c'est historique, on est investi au Synabio, je pense pas loin depuis la création de l'entreprise. On a rejoint le Synabio notamment avec l'envie, en tout cas, de construire une vision aussi commune, collective autour de la bio. Alors on dit pas du bio, on dit de la bio justement, parce qu'on parle de la philosophie bio et pas du marché bio. Une bio qui soit exigeante et cohérente, qui dépasse justement la position du label AB sur des produits, mais qui vise aussi à développer des entreprises qui ont des pratiques qui respectent en tout cas les valeurs qui sont inhérentes à ce modèle. On est notamment très impliqué dans la démarche bio-entreprise durable,
qui est la certification RSE finalement développée par le Synabio, qui va à la fois couvrir les enjeux RSE classiques, mais qui va aussi adresser les enjeux RSE qui sont spécifiques à la bio, notamment sur les filières, sur les notions de filière ou de transparence. Voilà, travailler ensemble pour définir un niveau de pratique qu'on souhaiterait en bio, et puis travailler collectivement, voilà, pour échanger nos bonnes pratiques et progresser ensemble, en tout cas pour construire cette bio à laquelle on est très attaché, voilà. Et est-ce qu'il y a, donc tu disais des bonnes pratiques, donc oui, est-ce que vous avez des ateliers, des échanges? Est-ce que vous aidez aussi peut-être d'autres entreprises qui n'ont pas encore et qui sont pas dans la bio à y venir? Ou bien est-ce que non, c'est vraiment juste entre les acteurs de la bio un endroit où au moins vous êtes sûr que vous vous retrouvez autour des mêmes valeurs? Comment vous échangez par rapport à ces autres, on va dire, qui sont en chemin? Ouais, aujourd'hui, c'est réservé, en tout cas, aux entreprises qui font de la bio, voilà, et à toutes les tailles d'entreprises. Donc, l'objectif aussi, c'est vraiment de se nourrir entre grosses et petites. À la fois, peut-être parfois de faire monter les petites sur des niveaux de pratique, et à la fois l'inverse aussi, avoir des pratiques qui challengent un peu plus les grosses entreprises. Mais voilà, l'idée c'est vraiment de ensemble en tout cas pouvoir améliorer nos pratiques. Donc c'est pas un syndicat qui a vocation en effet à convertir d'autres entreprises à la bio, mais plus à renforcer voilà l'expertise et les niveaux de pratique des entreprises de la bio entre elles. Ok, très clair. Il me reste mes dernières questions habituelles à te poser. Et la première, c'est est-ce que tu peux nous partager des échecs et ou des apprentissages, parce que souvent les deux sont liés, dans cette démarche RSE que tu as pu entamer auprès de ce groupe depuis des années? Alors un échec pour moi, alors qui est plus lié à mon expérience marketing, mais qui du coup, à des learnings en tout cas pour l'expérience RSE actuelle. Mon plus gros échec et ma plus grosse frustration surtout, ça a été le lancement de Björk Bébé. On avait lancé une gamme infantile bio sous la marque Björk. Il y a déjà pas mal d'années, voilà, qui était le top de l'alimentation bio infantile. On avait notamment développé un lait infantile d'origine France, sans huile de palme. C'était le premier lait sans huile de palme avec des vitamines et des minéraux d'origine naturelle. Enfin, vraiment c'était le top de l'alimentation bio. Mais voilà, la gamme n'a pas rencontré en tout cas assez rapidement, le succès attendu. Et je pense qu'on était trop en avance en fait. Voilà, la polémique de l'huile de palme, elle a éclaté plus tard. 2 ans après, et en termes de learning, c'était juste que c'est pas toujours facile en fait d'arriver d'être précurseur sur des engagements. Voilà, on est parfois en avance sur les attentes ou sur les prises de conscience des consommateurs, et en fait, être convaincu, ça suffit pas. Il faut savoir voilà expliquer ses choix, faire preuve de beaucoup de pédagogie et ne pas renoncer. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire sur des sujets comme Bicorp, qui sont aujourd'hui méconnus des consommateurs. Mais voilà. Nous, on est persuadés que c'est une très belle certification, c'est un très bon outil, et les entreprises en ont besoin. Donc, on s'attache à faire de la pédagogie sur ce sujet-là, et c'est la même chose sur la biodiversité. Nous, on est persuadés que cet enjeu, il est crucial, il est peut-être encore plus important que le réchauffement climatique. Et donc voilà, on travaille ça avec avec en tout cas une sensibilité plus forte sur cette nécessité d'être plus pédagogue sur ces enjeux-là, voilà. Oui, ok, oui, c'est sur la pédagogie du coup que tu mises pour pouvoir rebondir face à ce genre de situation. Ok, hyper intéressant, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais un conseil pour nos auditeurs sur ce thème de l'impact positif et du business, sachant que c'est intrinsèque dans votre groupe évidemment? Ouais. Alors le conseil pour moi, c'est que tout passe par la raison d'être en fait. C'est vraiment c'est la manière dont nous on a structuré la démarche, et avec du recul, je referais exactement la même chose si c'était à refaire. C'est vraiment ce qui permet de fixer la direction et en fait d'engager une dynamique collective. Alors aussi bien en interne qu'en externe, qui permet aussi de rassembler nos collaborateurs, mais aussi notre écosystème, nos fournisseurs, nos clients, les experts, les ONG. C'est ce qui donne de la cohérence finalement à ce qu'on va faire, à nos actions. Et c'est aussi ce qui va nous aider à nous transformer et à innover. Donc pour moi, c'est vraiment le socle, et c'est par ça qu'il faut commencer. Et c'est vraiment la phase qui est hyper importante.
Oui, carrément. Merci beaucoup pour ce conseil, effectivement. Et ben, mes 2 petites dernières questions. L'avant-dernière, est-ce que tu as une musique ou un film qui illustre ta vision sur cette question-là ou sur vos actions RSE? Ouais. Alors oui, alors c'est pas un film, c'est un reportage qui est paru récemment, là, qui a été diffusé récemment sur France 2, je crois, qui s'appelle Nous paysans, pardon. Oui. Qui est un très beau reportage en fait, bon, qui colle bien du coup par rapport à notre secteur et à notre mission. Mais voilà, c'est un très beau reportage parce qu'il retrace l'évolution de l'agriculture en France. Génial, je passais à côté. Ah ouais, non, il est très chouette. Alors, bon, il est raconté à travers la voix de Guillaume Canet, donc ce qui rajoute du charme à ce reportage. Mais non, mais c'est surtout que il retrace voilà les bouleversements de l'agriculture, comment on est passé de paysans justement à agriculteurs, pardon. Oui. Et justement cette course aussi effrénée à l'industrialisation et aujourd'hui cette prise de conscience qu'il va falloir changer de modèle. Et surtout, c'est des portraits qui sont assez touchants, voilà, d'hommes et de femmes surtout, voilà, qui sont aujourd'hui courageux, passionnés par leur métier, mais qui souffrent quand même d'un manque de reconnaissance. Donc ce lien qui s'est quand même distendu entre notre alimentation, ce qu'on mange et qui la produit. Donc c'est un très très beau reportage, très bien construit. Ok, eh ben écoute, j'irai regarder parce que j'ai vu après son succès il y a quelques semaines seulement Au nom de la terre, qui est absolument génial, ouais. Aussi, qui est très fort, donc dans la même lignée. On va dire que je pense être en confiance quand tu parles de lui pour faire la voix d'un tel reportage. Donc merci beaucoup. Toute dernière question, est-ce que tu aurais un acteur à recommander pour ce podcast? Alors oui, c'est Picture Organic Clothing, cette marque de sportwear, surfwear écolo. Parce que c'est une Bicorp, parce qu'ils sont juste à côté, à Clermont-Ferrand, et parce que voilà, comme nous, ils tracent une voie alternative au modèle textile, cette fois-ci dominant. Voilà, et c'est une marque avec laquelle on a des affinités, avec laquelle on collabore régulièrement, en tout cas avec laquelle on aime bien échanger. Voilà, génial. Super marque à découvrir pour ceux qui ne la connaissent pas. Bah écoute, oui, on mettra le lien et puis effectivement, on ira voir aussi ce qu'ils peuvent nous raconter sur cet univers-là et sa transformation sur la partie RSE. Écoute, Émilie, merci beaucoup pour tous ces partages, c'était précieux. J'espère que ça va apporter plein de choses aux auditeurs et puis oui, merci beaucoup pour ton temps. Bah de rien, merci à toi de m'avoir invitée et en tout cas, j'étais ravie de partager voilà ce parcours RSE et la manière dont on conduit nos engagements dans l'entreprise. Et puis la manière dont il y a beaucoup de cohérence, je trouve, de sens et de cohérence dans ce que vous faites, et donc je retiens ces quelques pistes. Il y en a plein pendant tout cet échange, mais cette notion d'innovation et de rénovation, cette notion de mettre l'offre au cœur et tout en découle de la même manière que mettre la raison d'être comme principal pilier pour ensuite construire toute l'entreprise, quoi. Hyper inspirant. Et ben je te dis, Émilie, à très bientôt, j'espère. Merci, à très bientôt. Voilà pour ma causerie avec Émilie Lovenbach. J'espère que ce contenu vous a plu et vous a apporté des clés pour votre business positif, votre politique RSE ou tout simplement des clés de réflexion. Si vous avez aimé ce podcast, ça m'aiderait beaucoup que vous mettiez 5 étoiles sur Apple Podcasts ou toute plateforme d'écoute que vous utilisez et que vous en parliez à au moins une personne autour de vous qui a ou qui bosse pour un business positif ou bien qui a ou qui bosse pour une entreprise qui se pose des questions sur son impact. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, Mélodie Schmoss, Mélodie avec un Y, si vous avez la moindre question ou remarque. Je suis toujours à l'écoute d'axes d'amélioration. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à très vite pour le prochain épisode.